Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry hashtag Henry. Aujourd'hui donc on va continuer donc la série donc sur l'immobilier, donc pour t'apprendre à devenir un meilleur investisseur. Donc pour l'épisode 94, j'ai un investisseur, un spécialiste donc des parkings, des garages, qui a fait aussi donc d'autres investissements, mais bon ça il va nous en parler, c'était pas très réussi. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Masterclass Mindset. Je te propose donc de venir donc me rejoindre dans un masterclass gratuit, donc mais limité en nombre de participants. Il s'agit d'une conférence en ligne gratuite et accessible depuis Internet. Comment programmer ton cerveau en moins de 5 minutes pour accomplir ce que tu veux vraiment dans la vie. Et tout ça avec des conseils très efficaces. Tu vas découvrir 3 secrets simples à utiliser qui vont transformer ta vie. Secret numéro 1. Pourquoi ce que tu essayes aujourd'hui sont des techniques du passé et comment vraiment produire des résultats. Secret numéro 2. Comment découvrir ton vrai pourquoi pour passer à l'action, avoir confiance en toi et être motivé. Et cela à tout moment. Secret numéro 3. Comment avancer peu importe l'entourage que tu as et tout simplement te programmer à réussir. Donc rejoins-nous dans ce masterclass gratuit en allant sur le lien suivant, donc thierry-du6henry.fr/EPR. Donc thierry-du6henry.fr/EPR. Donc j'ai aujourd'hui la chance donc d'avoir Julien Bédoué qui est donc le propriétaire, donc je pense que tu connais, donc de parkinggarage.fr, qui est un site qui parle donc d'investissement. Lui-même a fait beaucoup d'investissements, il est passé sur plein de médias comme BFM et autres, il a sa chaîne YouTube. Donc si tu es intéressé par ce type d'investissement, tu dois le connaître. Donc là il va nous développer un peu tout son parcours, donner les bons conseils pour réussir à investir et à devenir indépendant financièrement. Il va nous dire à la fin précisément combien de nombre de parkings il faut. Bien sûr, ça va dépendre des régions, mais c'est vrai que quand on fait le calcul, je pense que enfin, il a raison, il connaît son truc. Donc voilà, donc je te mettrai tous les liens pour participer ou tester ses formations. Il a donc plusieurs formations sur l'investissement. Il a aussi donc les logiciels par rapport donc à la rentabilité donc des investissements. Donc je te mets tout dans le show notes, n'hésite pas à venir directement. Ou sinon donc tu peux aller sur le lien thierry-du6henry.fr/garage. Donc thierry-du6henry.fr, je vais y arriver, /garage, et tu auras donc tous les éléments par rapport à ces formations et ces investissements et ces logiciels de rentabilité. Donc je te dis à tout de suite avec Julien. Salut Julien, comment vas-tu? Salut Thierry, ça va très bien, merci et toi? Oui, très bien, merci. Donc tu es bien sorti du confinement? Eh ben écoute, oui, j'ai eu la chance de pouvoir garder mes deux petits pendant 2 mois et puis là je reprends tout juste le travail parce qu'ils ont retrouvé leur nourrice. D'accord. Ouais, donc oui, tu m'as dit 1 an et 2 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Ouais, donc tu as bien eu le temps d'en profiter, ce qui des fois quand on travaille, ça peut être un peu compliqué, mais c'est bien. Et donc là, oui, on enregistre un peu juste après le confinement, une semaine après. Donc on va parler donc de parking et garage, mais pas que, parce que je crois que tu fais aussi d'investissement dans l'immeuble. J'ai vu que tes potes en parlaient. Même si on Alors va... oui, j'ai acheté un immeuble mais que j'ai revendu au bout de 3 ans avec perte et fracas, donc oui, on peut Ah, en parler, il d'accord. n'y a pas de souci. Bon, on va rester sur le parking des garages si c'est plus intéressant. Donc, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si tu es quand même assez connu. Et puis, on va ensuite enchaîner les questions d'investisseurs. Alors, je m'appelle Julien Bédoué, j'ai 35 ans là en 2020. Je suis né en Normandie, j'habite à Angers depuis 15 ans maintenant. C'est une ville entre Nantes et Paris. Et en fait, j'ai commencé mes études dans une école de commerce avec l'optique de vouloir créer une entreprise, parce que mon papa était entrepreneur aussi. Et bah, j'ai fait ma carrière dans ce sens-là, avec un premier boulot dans une agence de service à domicile, de ménage, garde d'enfants, que j'ai monté à Angers et puis à Nantes. Et après, je suis allé chez Leroy Merlin à Saint-Étienne. J'étais cadre, donc je manageais une dizaine de personnes, ça représente à peu près 6 millions de chiffre d'affaires. Et puis j'en ai eu marre en fait, parce que j'étais un peu prisonnier de ce système, de cette entreprise. Et bah, je me suis dit, bon voilà, avant tes 28 ans, donc je me suis fixé une deadline pour mes rêves, tu vas créer ta boîte. D'accord. Et l'idée première qui m'est venue, c'était de conjuguer ma passion avec mon entreprise. Et comme je suis passionné de cuisine, j'ai voulu créer un restaurant. Donc j'ai démissionné de Leroy Merlin en rupture amiable, où j'avais 2 ans de revenus devant moi avec le chômage. Et quand j'ai commencé à bosser sur mon restaurant, je me suis vite rendu compte que les équilibres financiers allaient être compliqués. Et c'est là que l'idée m'est venue d'investir dans l'immobilier, puisque bah, plutôt que tout mettre dans mon restaurant, l'argent que j'avais mis de côté chez Leroy Merlin, eh bien, je pouvais tout acheter un appartement, le Donc, louer. tu faisais les deux en même temps, donc resto plus investissement?
Alors oui, bah, j'ai commencé au resto et puis c'est au bout de 2 mois, tu vois, je commençais à avoir une bonne idée des comptes de résultats, ce que ça allait donner et je voyais que j'allais travailler euh, énormément, tu vois, 50, 60 heures par semaine pour me tirer un SMIC. Et quand le propriétaire du local bah, allait gagner autant que moi, alors que lui, il n'allait pas travailler 240 heures par mois, tu vois. Et c'est comme ça que D'accord. j'ai compris la puissance de l'immobilier, en fait, et des Donc, revenus c'est pas par passifs. rapport à des livres ou à des gens que tu as suivis, c'est vraiment par une logique que tu te dis, attends, mais c'est bien, il a une bonne position. C'est comme moi, quand moi Ouais, j'étais franchisé, j'avais le franchiseur, je dis, mais le franchiseur, il est bien. J'étais franchisé d'un grand groupe immobilier, je dis, il a 800 franchisés, il prend 1000 à 2000 euros par mois à tous les franchisés, c'est pas mal, hein. Donc, ouais, c'est un peu la même chose, quoi. Tu as fait un calcul, tu te dis, oui, mais je veux changer de position. exactement, ouais, c'est la puissance des chiffres, quoi. Après, non, non, les bouquins, si tu veux, sont venus après. D'accord, ok. Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, ça m'a bien secoué. L'homme le plus riche de Babylone. Pas tous les Ah classiques, quoi. si. Et puis, quand même, le bouquin qui a le plus changé ma vie, je pense, c'est quand même La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. La semaine de 4 heures. Bon, ça, c'était les questions de la fin, donc on va le laisser à la fin. Parce que toi, t'as pas eu la chance Spoiler d'écouter. alerte. Voilà. Mais bon, bah, t'as déjà cité les classiques. Donc, ton resto, il a continué à marcher. Tu l'as gardé combien de temps? Alors, je ne l'ai pas ouvert, en fait, si tu veux, parce que Ah, donc il y avait cette réalité des chiffres. J'ai pas trop, enfin, tu vois, j'avais mis beaucoup d'énergie, hein. J'avais pris des cours de cuisine, je faisais mon étude de marché pour analyser les emplacements, j'allais visiter des restos, etc. J'avais fait mes cartes. Et en fait, plus ça se passait, et moins je dormais correctement la nuit, je commençais à avoir des douleurs dans le dos. Enfin, tu vois, j'avais des signes physiques le que je n'avais stress, pas quoi. du tout avant. Voilà, le stress sur la pérennité de mon projet, quoi. Et j'ai trouvé mes premiers garages, c'était au fin avril. Je les ai visités le 1er mai, donc c'était en 2013. Non, 2012. 1er 2012, j'ai visite avec le propriétaire. Donc 4 garages à Saint-Étienne, vendus, ils s'étaient affichés 10 000 euros. Et du coup, on a négocié à 9 300 et je les ai achetés et ça s'est très bien passé. Et Donc, deux questions avant qu'on aille trop vite. vas-y. Donc, pourquoi donc déjà t'es parti aussi loin? Parce que toi, tu étais à Angers, si je ne me trompe pas, à moins que tu aies déménagé. Enfin, tu étais Ouais. dans Non, l'Ouest. j'étais bien à Angers. Pourquoi t'es parti jusqu'à Saint-Étienne? Même si je connais les prix, je sais que c'est pas cher Saint-Étienne. Attends, je me suis perdu. Voilà. Alors, Oui, en ah non, fait, non, une autre question, voilà. Un truc qui était bien, donc tu avais une deadline, donc tu t'as dit, donc dès le départ, tu avais déjà un projet donc d'investir. de créer ma boîte, Et pas voilà, non, d'investir. ça tombe bien, la question est revenue. Pourquoi, en fin de compte, pourquoi tu t'es mis sur les parkings et pas un appartement ou un immeuble? Qu'est-ce Ok, qui fait que tu es parti sur les parkings? Parce qu'en plus, voilà. comme tu parlais du gérant, en fin de compte, du local, pourquoi tu n'as pas pris un local et pourquoi tu as pris un garage? Ouais. Alors, euh, en fait, j'avais le choix chez Leroy Merlin. Je pouvais soit rentrer dans le magasin d'Angers ou sinon aller dans la région Rhône-Alpes. Puisque à la base, l'annonce que les chasseurs de tête avaient publiée en Rhône-Alpes. J'ai rencontré Rhône-Alpes. Ils me proposaient en fait un niveau hiérarchique de chef de secteur. Donc, tu es juste en dessous du directeur de magasin et tu animes une dizaine de personnes. Et à Angers, en fait, ils ne voulaient pas me faire rentrer en chef de secteur, ils voulaient me faire rentrer en tant que responsable de rayon. Et donc là, tu es en dessous le chef de secteur et tu animes 3 4 personnes. Donc beaucoup moins de responsabilités et aucune promesse quant au fait de passer chef de secteur d'ici 1 an, 2 ans. Ça, c'était pas possible à Angers. Donc du coup, j'ai fait le choix de m'éloigner de ma famille et de mes amis temporairement pour voilà, aller prendre le poste à Saint-Étienne. D'accord. Et donc, c'est là où tu as commencé à investir, ou au moins, Voilà. Et regardez où. donc, quand j'ai compris là, le truc du local commercial, que le propriétaire allait gagner plus que moi en travaillant, eh bien, je me suis mis, comme tout le monde, la première idée, c'était les appartes. D'accord? Donc, j'ai visité, je sais pas, au moins une quinzaine d'appartes et j'arrivais pas à m'y retrouver. Parce que entre les quartiers, entre les immeubles, les étages, les orientations, les travaux, le type de chauffage, enfin, ouais, ça faisait beaucoup. En fait, quand tu découvres l'immobilier, acheter un appart et savoir que tu fais une bonne affaire, bah, en fait, je me suis retrouvé coincé et je n'ai pas réussi en fait à distinguer ce qui faisait des bons et des mauvais investissements. C'est comme ça et quand je suis confronté à des problèmes comme ça qui sont trop complexes, j'ai toujours tendance à simplifier, à essayer de trouver le truc le plus simple pour hacker le problème, d'accord? Et Mhm. en fait, le truc immobilier, le produit immobilier le plus simple, c'est le parking et le garage, d'accord? Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à m'orienter sur ça, à aller visiter des parkings, à aller visiter des garages.
Et en plus, c'est extrêmement rentable, à part les frais de notaire. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'était la bonne surprise, le fait que ce soit rentable. Après, les frais de notaire, ça a un petit peu changé puisque Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, a fait passer une loi qui limitait les frais de notaire pour les petites ventes. Alors, ça Ouais. reste toujours trop Non, mais cher, hein, mais dans tous les cas, après, c'est limité, quoi. on peut régler le problème en achetant des lots. Mais bon, ça, c'est les questions d'après, donc on va trop vite. Donc, oui, donc tu achètes tes 4 premiers parkings, c'est ça? Tes Ouais, parkings ou de garage? ce sont des garages. J'ai acheté Garage, que des donc, garages en fait. J'ai pas trouvé de parking qui m'intéressait pour l'instant depuis d'accord. 7 ans que je fais ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu fais tes premiers, tu fais des erreurs tout de suite ou tout se passe bien pour le premier investissement? Alors non, ça s'est plutôt pas mal passé. J'ai juste, tu vois, je voulais changer tous les loyers, passer de 30 à 45. Oui. Et en fait, j'ai juste un locataire en fait qui a refusé et qui a refusé violemment, qui voulait rien entendre. Il a changé sa serrure, il s'est mis à plus payer. Voilà, donc il a fallu discuter. Il venait sonner à ma porte. Enfin, bon, c'était un petit peu C'est rare ça, parce qu'en général, on me dit souvent c'est dans les appartements qu'il y a ce type de problème et dans les parkings, c'est vraiment rare. Ouais, mais en fait, si tu veux, il voulait pas payer, passer de 30 à 45. Pour lui, c'était un truc de Allô? fou, quoi. Et du coup, il y avait trop rien à faire, quoi. Donc, bon, bah, au bout d'un mois ou deux, si tu veux, voilà. Il est resté comme ça à l'ancien loyer. Moi, j'ai alloué les trois autres à 45. Ça m'a fait une augmentation de rendement sympathique. Tu vois, on était à, je Tu les crois, avais achetés à combien? 15%. De quoi? Bah, l'unité avec les frais de notaire, ça faisait 2650 ou 2750 le garage et je l'ai loué 45 euros. Tu vois. Ouais, donc tu avais une Il y très avait, bonne rentabilité, ouais. ouais, ouais, c'était le lot en moyenne, je crois qu'il était à 15% brut. Quelque chose comme D'accord. ça. Il y avait pas de charge, il y avait 300 euros de taxe foncière. Donc ça me laissait 1000 euros net d'impôts et de charges par an. Tu vois, donc on était à quasiment 10% net, net de rendement. Et donc là, qu'est-ce que tu as fait? Donc ensuite, tu as enchaîné? Et bah écoute, ouais, donc ça, je suis devenu propriétaire en septembre 2012 et j'ai sorti du coup, j'ai monté mon blog juste après. Ça a tout de suite décollé. Je me suis dit, bah tiens, il faut que j'écrive un bouquin parce que bah, si le projet de restaurant ça capote, bah, il faut bien quand même que j'ai un salaire. Donc pourquoi pas essayer Internet avec voilà, toutes les peurs que l'on peut avoir à créer un site quand on n'est pas du métier, etc. Bon, je rassure tout le monde, aujourd'hui c'est assez facile, il suffit juste de s'y pencher. Et tu vois, le jour où je sors le bouquin, eh ben, il y a une annonce d'un lot de 50 garages qui sort dans la ville où j'allais jouer au tennis quand j'étais gamin. D'accord? D'accord. Donc à 600 km de Saint-Étienne, dans l'Orne. Donc, tu vois, j'appuie sur le bouton pour mettre le bouquin en ligne à 9h. À 9h05, je suis avec l'agence et je lui pose des questions, machin, je raccroche, je fais un petit calcul de rentabilité sur Renta Garage. Je rappelle et je dis, bon, bah, écoutez, ce lot, il m'intéresse. Est-ce que vous pouvez me garantir que je peux être le premier à venir? Je suis à Saint-Étienne, je suis là demain matin à 9h, quoi. Et du coup, bah, tu vois, je me suis démerdé, j'ai pris un covoiturage, on est rentré on a roulé toute la nuit, mais bon, tu vois, le matin, j'étais là-bas. Je fais la visite, et puis en sortant, j'appelle un Christian, qui était un de mes lecteurs, du coup, que j'avais rencontré par Internet, qui avait déjà, ouais, je sais pas, il avait peut-être déjà une centaine de garages à l'époque. Donc, tu vois, Mhm. j'avais cherché conseil auprès de quelqu'un de plus expérimenté. Et bah, fin de discussion, je raccroche, et puis je signe le lot en fait sans discuter le prix parce que pareil, on était déjà à 13 ou 14% de rendement brut et avant travaux, avant possibilité d'augmentation des loyers, quoi. D'accord, donc 54 lots, et donc ça, 50 plus les 4 que tu avais. Ouais. Et donc, actuellement, tu étais encore chez Leroy Merlin ou tu étais déjà en transition, tu étais déjà Non, non, en j'étais chômeur pas. créateur? Ouais, j'étais en chômeur créateur. Donc ça a Et été un donc, petit peu tu as pu, compliqué. t'as pu investir donc, logiquement, parce que logiquement, tu as fait un crédit ou tu as payé comptant? Parce que 50, c'est quand Alors j'ai galéré, je me suis pris des portes au niveau des banques. Enfin, je sais pas, j'ai dû en voir une dizaine ou une douzaine et j'ai eu que des refus. Sauf une petite agence de quartier en fait où ils ont accepté de financer mais que à 50%. même. Et donc, tu as Donc mis le reste en apport, c'est ça? ouais, j'ai mis le reste en apport. Bah, C'était la combien? somme qui était dédiée pour le restaurant, en fait, si tu veux, je l'ai mis dedans. Ah, d'accord. Et à l'époque, bah, tu vois, comme j'étais chômeur, bon, c'était compliqué déjà de se faire financer et bah, j'avais besoin potentiellement d'un peu d'argent aussi. Donc ça ne me dérangeait pas d'avoir dû mettre un apport et de toucher des loyers directement, quoi. Donc, tu as oublié ton projet de resto, là, c'est fini. Au moins, tu as été forcé, on va dire. Et donc, Ouais, bah, de toute façon, dès que tu vois le livre est sorti, alors c'est pas grand-chose, mais tu vois, j'en ai vendu 20, je crois, la première semaine à 27 euros, tu vois, donc ça faisait 500 euros de chiffre d'affaires en une semaine.
Et là, je me suis dit qu'en fait, j'étais capable de continuer et de potentiellement voilà, vivre en faisant des formations sur Internet. Et tu étais auto-publié, c'est ça? Ou t'avais Ouais, un... un livre en PDF voilà, que j'avais fait faire D'accord, ok. 3 pages par des Et en plus, dans tous prestataires. les cas, tu avais quand même 54 lots en tout. Donc, Mm. et donc, les autres, ils étaient à quel prix? Dans les 30-40 € aussi, pareil, ou plus cher? Non, moins cher. Ils étaient loués 25 €, D'accord. tu vois. Et là, en ce moment, je les loue 38. Donc, à l'époque, ça, donc, on va dire en tout, ouais, tu avais 1300-1400 € avec tes parkings. Ouais, à peu près. Tu avais une petite partie de crédit à rembourser, ouais, donc tu avais, J'avais 350 euros à t'avais rembourser. un peu en dessous du SMIC, on va dire, Ouais, en avant net. impôt quand même. Voilà, avant impôt, malheureusement. Et oui, mais plus le site, plus d'autres choses, plus encore tes droits. Donc, logiquement, tu ne touches même pas l'argent des parkings parce que tu avais tes droits au chômage. Oui, 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 non, effectivement, les revenus immobiliers n'impactent pas les droits au chômage. Ouais. Après, ce D'accord, sont les revenus du site qui sont venus en complément en fait du chômage. d'accord. Et donc, ensuite, donc, tu es à 54. Parce que actuellement, bon, on va faire un bond. Tu es à combien de lots actuellement, de parking? Là, je suis à 230. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur le site, d'accord. Bon, donc, tu vas tout nous dire. Donc, comme ça, on va avoir plein de conseils. Comme ça, je vais même pas poser des questions. Tu vas nous dire, bon, tu as 54, qu'est-ce que tu attends? Tu attends encore ou tu dis c'est compliqué parce que tu as galéré pour te faire financer. Donc, tu attends un peu de créer de la trésorerie ou qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta stratégie? Ah, la stratégie, ça a été de développer le côté formation. Ouais, D'abord, parce que, en fait, si tu veux, le chômage, la fin des droits arrivant, il fallait quand même que j'ai quelque chose pour remplacer mes droits, mes allocations. Et bon, c'est pas une vie non plus de dépendre tout le temps des allocations, à mon sens. Et donc, du et, coup, je me suis. et surtout de vivre des investissements. Si tu as des investissements qui te ramènent 10 000 € tous les mois, d'accord, mais si tu te ramènes très peu, le but, c'est pas de piocher sur ça, c'est vraiment d'avoir une activité à côté qui finance l'investissement. Bah, c'est ça, pour avoir. Enfin, tu vois, à l'époque, je m'en étais pas rendu compte, mais là, maintenant, avec le recul, au niveau des banques, en fait, il y a un certain nombre de critères à checker. Et voilà, être au chômage, c'est pas un bon critère, même si voilà, il peut y en avoir d'autres choses qui contrebalancent ce fait-là. Mais ouais, il fallait un revenu stable, donc c'est pour ça que j'ai développé l'activité de formation avec voilà, le livre. Ensuite, j'ai un simulateur qui s'appelle Renta Garage pour faire des calculs de rendement sur 30 ans pour évaluer les lots de parking et de garage. Et puis, je suis monté en gamme, c'est-à-dire que j'ai fait des formations en vidéo avec Parking Le Bon Créneau, qui aujourd'hui est devenu la Garage Academy et la Parking Academy, qui sont les formations complètes en fait, et qui, c'est celle que je mets le plus à jour. Et dès qu'il y a des trucs qui se passent sur le marché, ou dès que j'ai des nouvelles compétences, ou que j'entends parler de certaines choses, je mets ça à jour, et c'est vraiment la quintessence, on va dire, de mon expérience, quoi. Donc les deux ont grandi ensemble, ton côté Voilà, entrepreneur en ligne, infoprenariat et tes compétences, c'est qui est ça. très bien. En général, c'est comme on dit aux États-Unis, enfin, je vais traduire, tu documentes ta journée par de l'infoprenariat, parce que tu évolues, tu apprends, donc tu passes de 4 à 50, puis ensuite tu évolues. Et donc tout ce que tu apprends, tu le retransformes. Soit tu le mets en gratuit, comme souvent pour créer du contenu et avoir du trafic, soit tu fais les deux en mettant un produit que tu vas proposer aux personnes qui veulent gagner du temps et aller plus vite. Exactement. Grâce à un livre, tu es devenu expert. Donc, dis-nous ensuite, donc tu as fait ta partie infoprenariat, donc tu as un podcast qui rentre, donc tu commences à réinvestir. Comment tu fais tes réinvestissements? Comment tu fais tes choix? Est-ce que tu reviens sur Angers? Comment tu deals? Alors ouais, je suis revenu sur Angers assez rapidement en fait parce que voilà, j'ai fait le choix de me séparer de ma compagne de l'époque. Oui. Donc du coup, je suis revenu à Angers parce que voilà, c'est ma ville de cœur. J'y suis là bien depuis 2013. Et les investissements, du coup, je me suis mal pris, j'ai mal cherché, j'étais moins motivé, j'avais plus ma routine de recherche, donc ça a pris un petit peu de temps. J'ai pas investi en 2014, donc j'ai retrouvé un lot en 2015, un lot de 23 garages, encore dans l'Orne, à 20 minutes en fait du lot de 50. Pareil, super rendement, là on était à 18%, je crois, brut, après les travaux. Et comme j'étais bien finançable, c'est le moment où j'ai décidé de changer de stratégie et d'emprunter un maximum auprès des banques. Et j'ai choisi d'acheter un immeuble de rapport. Juste une question Oui, assez importante. Donc, tu as dit que tu étais bien finançable. Donc, tu avais déjà 3 bilans, c'est ça? Ou c'était juste parce que tu ouais, avais tellement de cash? Ah, 3 bilans, d'accord. ouais, ouais. Parce que donc, pour ceux que ça ne sont pas au courant, quand on est indépendant, c'est bien. Mais si on n'a pas 3 bilans, des fois, on peut faire ça si on connaît bien la banque et qu'on a tellement de cash, le banquier il peut être cool, mais en général, ils sont butés. Enfin, ouais, on va dire ça, c'est la vérité, hein. Ils ont des codes, donc les codes, c'est 3 bilans.
et trois bons bilans, hein, pas des bilans pourris, hein, des bilans avec du cash et montrent que tout marche bien. Et ensuite, on peut se faire financer. C'est pour ça que souvent, moi, je le répète, ceux qui sont en CDI savent même pas qu'ils ont la chance de leur vie. Et souvent, ils ont que le CDI, ils font rien à côté, ils rentrent chez eux, ils font pas. Quand tu as un CDI, c'est là qu'il faut profiter d'investir au maximum, parce qu'après, c'est plus compliqué si on n'a pas les réflexes et les bonnes habitudes. Parenthèse. Donc, tu as la bonne situation et donc tu te remets à investir. Et là, tu veux faire quoi plus gros? Tu t'es dit, ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. Je voulais vraiment profiter de cette chance de pouvoir faire du levier, d'effet de levier à crédit. Et voilà, les garages, ça se passait très bien. Et je me suis dit, bah tiens, peut-être pourquoi pas diversifier mon risque et aller sur de l'habitat. Puisque pas forcément, ça répond pas vraiment aux mêmes besoins. En fait, le garage, c'est stationnement et stockage. L'habitat, bon, bah, voilà, c'est pour loger les gens, quoi. Donc diversification et diversification aussi géographique, puisque cette fois-ci, je veux investir dans le Maine-et-Loire. Et bon, bah voilà, ça s'est bien passé, sauf que en fait, c'est juste pas quelque chose pour moi, la location d'habitat, c'est trop contraignant. c'était un immeuble de combien de lots? Il y avait 4 appartements, 170 000 € avec les frais de notaire, et un rendement autour de 8,5-9% brut. D'accord. D'accord? Et j'ai vite été confronté en fait à devoir faire des travaux qui n'étaient pas prévus, des poses de cuisine, des cabines de douche qui fuyaient, de la peinture à refaire parce que bah, entre chaque changement de locataire, si tu remets pas un petit coup, bah, en fait la partie se reloue mal. Et tout ça cumulé, plus voilà, c'était quand même à 40 minutes de chez moi. Donc des fois je me prenais des lapins, je faisais les retours pour rien parce que bah, les gens qui venaient faire les visites c'était pas pointé. Bah, surtout, en fin de Et compte, avec une renta qui est moindre et avec tout ce qu'il y a à faire, tu te dis, mais je reviens au parking, je sais C'est pas. ça, exactement. Et donc, tu vois, j'ai tenu 3 ans quand même. L'immeuble, je l'ai revendu, je pense que j'ai perdu à peu près 10%, voire 15% de mon investissement. J'ai pas fait les calculs tellement ça m'énerve. Donc, je pense que ouais, je suis autour de 20 000 € de perte en fait sur cet investissement-là en 3 ans. D'accord. Et voilà, l'idée après, ça a été de solder mes pertes parce que je pensais que voilà, tu vois, un jour ou l'autre, tu auras une crise qui arriverait, une crise économique, et que voilà, comme c'était ouais, c'est assez cheminier en fait, donc c'est bien placé, c'est assez dynamique, mais voilà, c'était des locataires qui étaient plutôt bas de gamme, et ça c'est un truc auquel j'avais pas fait gaffe en fait quand j'avais acheté. C'est pas du tout le type de population avec lequel j'ai envie de discuter, et donc du coup c'est des personnes aussi qui se retrouvent facilement sans emploi ou qui font de l'intérim, et ça voilà, voilà, les impayés dans les appartes, j'y ai échappé parce que juste pendant la vente, j'ai reçu un courrier de la commission de surendettement du Mans Ah oui. pour un des locataires. Et heureusement, ce locataire avait posé son préavis, quoi. Mais si tu veux, t'emmènes pas large, quoi. Quand tu reçois le courrier, là, tu te dis, oh là là, d'accord, ok, elle avait déjà un peu de retard sur ses charges, et là, tu te dis, bon, bah, c'est mort, tu vas t'asseoir sur les loyers et sur la caution, etc., quoi. Donc là, tu as compris, plus d'immeubles, plus d'appartements, tu reviens au garage. Ouais, donc du coup, là, le projet en ce moment, pour équilibrer justement, tu vois, ce risque entre le côté stockage, stationnement et l'habitation, je vais plutôt miser sur ma résidence principale. Et comme mes garages, moi, ne sont pas forcément dans des grandes villes, ma résidence principale, je veux absolument qu'elle soit à Angers et dans le centre-ville. D'accord? C'est une D'accord. question d'équilibre où entre voilà, tu peux avoir de l'immobilier de rendement dans la campagne, mais c'est bien aussi d'avoir de l'immobilier super emplacement, hyper centre-ville, parce que bah, si ça se casse la gueule dans la campagne, tu es content d'avoir ton truc en centre-ville, et si ça c'est l'inverse, les gens quittent les centres-villes pour aller dans la campagne, bah, tu es content quand même d'avoir l'un et l'autre. D'accord. Mais là, tu as oublié une partie parce que tu étais à 54 logements, tu as fait l'immeuble, mais comment tu es passé de 54 à 230? Qu'est-ce que tu as Alors, encore acheté? ouais, donc du coup, j'ai acheté juste avant l'immeuble un lot de 23. Ensuite, dans la même année ou l'année d'après, en 2016, j'ai trouvé un lot de 22. euh, un lot de 4. D'accord? Et ça m'a porté à C'est 99. quoi la différence? Pourquoi tu fais des lots de 20? Est-ce que tu as une stratégie précise? Tu fais des lots de 20 à 30 ou Non, en fait, c'est par j'achète ce rapport que à je trouve. l'opportunité? Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est-à-dire que tu vois, je choisis pas le nombre que j'achète. Si tu vois, c'est ce qui sort dans les annonces et c'est ce qui correspond à mes critères à moi en termes de rendement, en termes de sécurité, en termes d'emplacement, de distance par rapport à mon domicile. Enfin, tu vois, il y a toute une grille, on va dire, d'analyse, et voilà. Et dès que ça check toutes les cases, boum, j'y vais, quoi. Et peu importe le D'accord. montant, même si c'est un petit lot de 2, 3, 4, voilà, ou 10, ou 15, ou 20, ou 200, voilà, j'y vais, quoi.
Et après, donc, tu as continué, entre parenthèses, donc, les mêmes méthodes, donc par 20, enfin, par tout cas, t'as par 20, donc bah, c'est vrai que quand on regarde bien, ça monte assez vite. Voilà. Et donc, comment toi tu fais, même si bon, tu m'as dit que tu as des logiciels maintenant, tu as tes propres logiciels, comment tu fais donc ton arbitrage? Qu'est-ce qu'il faut acheter, comment, ou dans quelle résidence? Alors, moi, je regarde. Le premier critère, c'est le rendement. D'accord? C'est-à-dire que si tu as un rendement qui est super, tu peux te permettre d'acheter quasiment n'importe où. D'accord? Parce que tu as un gros rendement, donc tu peux prendre des risques, aller dans les campagnes, dans des petits bleds, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, si on m'offre un rendement, je sais pas, allez, 6%, 7% dans un petit bled, je vais pas y aller. D'accord? Parce que 6 ou 7%, je suis OK pour acheter des parkings ou des garages, mais dans un centre-ville, dans une résidence sécurisée, tu vois, avec des critères qui sont sympas. Donc j'évalue toujours ça, le côté rendement, et je le mets en face avec ce que j'achète. Donc l'emplacement, bah, tu l'as compris, hein, entre les campagnes et les centres-villes, bah, forcément, si tu vas à la campagne, tu as besoin de plus de rendement. Si tu vas en centre-ville, tu as besoin tu peux accepter moins de rendement. La sécurité, c'est pareil. Tu vois, si tu vas dans des quartiers qui sont craignos ou, je sais pas, tu vois, les portes elles sont taguées, elles sont défoncées, etc., bah, tu sais que tu vas avoir plus de frais. Tu vas avoir des locataires qui vont partir plus souvent. Tu vas avoir plus de mal à louer. Donc, c'est pareil, tu peux y aller, mais il faut du rendement, quoi. Alors qu'à l'inverse, si tu es dans une résidence, c'est super sécurisé, il y a les caméras ou le gardien, machin, bon, bah là, ça te coûte un petit peu plus cher, mais tu es sûr que ton locataire, il va être tranquille, il va rester plus longtemps, tu vas mettre un petit peu plus de loyer, mais tu vas le payer plus cher à l'achat, donc tu auras moins de rendement, quoi. Mais Donc voilà, je fonctionne comme ça. avec tout ce que tu viens de dire, est-ce que souvent, enfin, tu l'as dit indirectement dedans, donc tu es souvent à distance, est-ce que c'est pas gênant? Parce que souvent, ce qui fait peur aux gens qui veulent investir, c'est qu'il faut investir près de chez soi. Hmm. Pour les garages, j'ai l'impression que toi, par rapport à ce que tu fais, ce que tu regardes, c'est pas une obligation. Comme après, quand tu as fait les premières démarches et l'achat, ça roule tout seul, on va dire. Ouais, alors tu vois, ça vient aussi de mon expérience, quoi. C'est-à-dire un débutant, je vais pas le conseiller d'aller à 300 km de chez lui. D'accord? Ou même 200, tu vois, ça va faire trop loin. Parce qu'il connaît pas la ville, parce que voilà, quand tu n'as pas les techniques de gestion, tu connais pas les locataires, que tu n'as pas déjà fait un ou 2 ans en fait, de location, bah, en fait, tu vas te retrouver noyé, tu vas prendre trop de risques. D'accord? Mais bon, une fois que voilà, j'ai tout compilé en mon expérience pour louer à distance, et bah, là, tu vois, j'ai quasiment, enfin, j'ai pas loué pendant le confinement, mais presque, tu vois. C'est-à-dire qu'on a fait les contrats, et puis bah, comme les locataires ils sortaient pas, il n'y a pas pu avoir les clés, tout ça, c'était un petit peu compliqué. Mais moi, là aujourd'hui, tu vois, je peux pas. Tous mes garages sont à plus de 100 km quasiment. Mais j'ai loué deux garages la semaine dernière, j'ai encore eu un appel ce matin, et du coup, je fais tout à distance et ça se passerait très bien, quoi. Ouais, mais t'en as quand même une bonne partie qui sont loués sur le long terme. C'est pas gênant. Ouais, le turnover l'année dernière, je crois que c'était 12 ou 13%. Tu vois, D'accord. donc sur C'est pas énorme. 230, alors ils sont pas tous loués les 230, mais sur ceux qui sont loués, ça veut dire que j'avais 15 départs, quoi, 16 départs. Mais ce qui est bien, c'est que peut-être que tu rembourses aussi rapidement les dettes sur un parking, vu que c'est une meilleure rentabilité. Ouais, En plus, comme tu as une activité à côté, donc tu n'es pas obligé de toucher à tout l'argent, donc tu rembourses la dette, et donc tu as l'actif qui est sans dette, on va dire. ouais, 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 c'est ça. Moi, en moyenne, je dois être à entre 12 et 15 ans, tu vois, au niveau de mes prêts. D'accord. Donc c'est très rapide pour l'immobilier. Et voilà, j'aurais pu allonger, mais ça m'intéressait pas spécialement. Là, tu vois, quand j'aurai 42 ou 43 ans, j'aurai 112 garages payés, quoi. Ce qui Avec représente, un loyer, une moyenne de 30-40 euros, ça? ouais, ça va faire 4 000, 5 000 euros de loyer par mois, tu vois, D'accord. C'est à pas mal. 43 ans. C'est sympa, quoi. C'est pas mal. Surtout que ouais, t'as encore de la marge et en plus tu apprends des choses et c'est l'avantage, tu continues toujours à investir et à apprendre et donc à Ouais. connaître. Peut-être qu'un jour tu vas revenir aux immeubles, mais peut-être pas les quatre, parce qu'en général on dit toujours il faut acheter un immeuble de minimum 16 à 20 appartements. En dessous, c'est la galère. Et j'aime bien citer Grant Cardone qui est l'expert dans le domaine aux États-Unis et même plein d'autres hein, qui disent voilà, acheter des immeubles en dessous de 10 personnes, c'est très risqué et c'est une casse-gueule entre parenthèses. Concernant la gestion, donc tu la fais toujours en solo ou tu gères avec des agences ou des freelances ou Ah, des j'ai juste un lot qui est géré par agence, qui l'était Ouais. déjà quand j'ai acheté, C'est ça se le lot passe très bien. de 50, c'est Non, celui-là? c'est un lot de Un autre? 22. D'accord. C'est celui qui est le plus galère pour y aller depuis chez moi, tu vois. Et, les loyers sont pas dingues, donc du coup, ça prendrait trop de temps voilà. Donc là, il est très bien en agence. Je paye un peu moins de 8%, et puis voilà, j'ai vraiment pas du tout à m'en occuper, si ce n'est une fois par trimestre, vérifier que c'est bien loué.
Et après, sinon, alors moi, je gère mes 230 garages. Sur les 230, il y a un lot de 216 où je suis propriétaire à 55%, mais je gère aussi les 45% de mon associé. Mhm. Et je gère aussi un autre lot pour mes parents d'une centaine de garages. Tu vois, donc au final, je ne sais pas, mais je dois en gérer 400, 450 tous les mois. Donc, tu as quoi? Tu as une sorte de conciergerie ou une société de gestion, c'est ça? Non, non, je le fais pas là, pour mes parents, c'est pour dépanner si tu veux, mais D'accord. non, je le fais, ouais, c'est mon associé, mes parents sont les conseillers, des personnes que je connais très bien. Bon. Et ouais, tu vois, comme j'ai un peu tout automatisé, ça me prend 4 heures, tu vois, pour gérer ça, quoi. Hors location, quoi. D'accord, juste la Ok. gestion, relance des loyers, rappel des locataires, etc. Donc maintenant, après l'épisode, tout le monde va t'appeler pour que tu gères leur parking et leur garage. Ouais, mais ça, c'est pas possible. Bah là, après, tu crées une boîte à part. Pour parler des financements et de la structure aussi. Donc, les financements, tu fais quel type de financement toujours? Est-ce que des fois, tu dis, bah, tu payes comptant parce que tu as un peu de cash ou tu fais toujours un financement bancaire? Et est-ce que donc tu as une structure spécifique à part la SCI? Est-ce que maintenant, comme tu as, je pense, dépassé les plafonds, tu es passé sur une SAS, aller à l'IS, enfin, sur d'autres choses? Alors, Ou ton nom propre, je sais pas, après ça. non, je fais un peu de tout. D'accord? Pareil, toujours une logique de diversification, hein, enfin, là, vu la période actuelle, enfin, on voit bien, tu vois, quand tout va bien, personne pense au risque. D'accord? On dit, allez-y, prenez de la dette, endettez-vous pour acheter de l'immobilier, c'est super, faites de la location meublée, machin. Et puis, en fait, tu as des mecs qui se lancent et on les a pas assez alertés sur les risques, ou des fois, ils veulent pas le voir, quoi. Donc, si tu veux, en Allô? matière de crédit, moi, je fais toujours de l'effet de levier. D'accord? Alors, des fois, Ouais. ça m'arrive de mettre 15% d'apport, mais c'est le grand max, tu vois, quand j'ai un peu trop de cash et que je me dis, bah tiens, il serait mieux rémunéré là que sur un livret. Et en termes fiscal, je diversifie les structures. C'est-à-dire que j'ai du nom propre, j'ai de la SCI à l'IS et j'ai de la SAS aussi. Donc, tu n'as pas tout mélangé, ouais. Tu as plutôt à Non, je chaque fois. mélange pas tout. Et, et donc, tu fais une structure par achat? Non. Non, non, parce que bah, ça n'a pas de sens en fait de faire une structure par achat dans le cas des garages, parce que ce sont des tout petits lots. Et revendre des parts de SCI ou de SAS, c'est quand même pas si simple que ça, quoi. Je te confirme. Hmm. Donc, honnêtement, voilà, la SCI, la SAS, ce sont des structures qui sont très intéressantes. Bon, d'une part, pour le côté fiscal, à l'IS, voilà, si on est éligible et que ça rentre dans un plan d'investissement pour la personne. Et après, voilà, il y a tout le côté démembrement, transmission des parts, bah, avec les enfants, qui est protection du conjoint aussi. Voilà, tout le côté, on va dire, un peu patrimonial qu'on élude souvent et auquel on pense pas. Mais bon, voilà, moi, je suis retourné à la fac pour devenir conseiller en gestion de patrimoine. C'est aussi pour apprendre à gérer mon patrimoine et il y a des risques auxquels j'étais pas conscient. Et du coup, j'ai fait en sorte que mes structures derrière s'adaptent et de protéger ma femme, de protéger mes gamins et de moins me faire piquer dessous par l'État s'il m'arrive malheur et que je décède, quoi. Donc, ouais, donc, si je comprends, donc tu été reparti à l'école et tu peux nous faire un résumé de ce que tu as appris, même si, bon, je pense, parce que moi, j'étais aussi CGP, mais bon, peut-être différemment de toi, j'ai pas fait de cours, hein. Moi, je l'ai fait naturellement parce que j'étais agent immobilier de base et j'ai fait un peu donc de défis, mais bon, c'est comme ça me déplaisait pas défis, j'ai plutôt fait de la résidence principale dans le neuf. Et la défi, ça m'a vite saoulé. Et puis après, il y avait d'autres choses, hein, parce qu'il y a quatre troncs, en fin de compte, dans le CGP, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, tu as l'assurance, enfin, tu as un ensemble d'éléments. Et cette partie-là m'intéressait moins parce que c'est un peu technique. Donc, si tu peux nous faire un résumé peut-être simple et basique, parce que pas trop technique, parce que ça peut être un peu compliqué et lourd pour ceux qui ne sont pas fiscalistes, on va dire. Ouais, alors, il faut bien se rendre compte que c'était très scolaire. D'accord? Ça reste la fac, donc en un an, j'ai appris plein de trucs théoriques. Et puis bah, derrière, quand tu veux t'occuper de ton patrimoine, parce que moi je l'ai fait, c'était pour moi principalement, c'est pas moi j'ai pas de clients en tant que conseiller en gestion de patrimoine et j'en veux pas. Même si voilà, j'ai des formations qui tournent autour de ces sujets-là, mais c'est pas, je fais pas d'études patrimoniales en tant que tel. Mais grosso modo, il y a tout le côté juridique, d'accord, donc c'est-à-dire tous les supports, que ce soit les contrats de mariage, les PACS, les testaments, les assurances vie, les PEA, etc. Donc les SCI, on apprend tout ce côté-là. Ensuite, on apprend tout le côté des actifs. D'accord? Donc, bah, comment ça fonctionne un marché boursier, qu'est-ce qu'il y a dans tel SICAV, bref, comment c'est réglementé, qu'est-ce qui fait la performance, quels sont les risques de tel ou tel produit, des obligations, des fonds euros. Donc, ça, c'est très intéressant, surtout pour la partie, bah, voilà, comme tu dis, toi qui te saoule un petit peu, mais moi, ça m'a passionné.
Ça a même déclenché, on va dire, quelques investissements de type financier en complément de l'immobilier. Et puis bah, après, c'était principalement ça, hein, c'est vraiment le côté juridique et puis après le côté investissement. Je ne sais pas, toi, les quatre pôles que tu voyais, quels étaient Non, c'est que les souvent, pôles? il y avait la partie défis classique, on va dire, hein, pour le cas dynamique, tu les vends un truc en zone A et zone B, enfin voilà. Moi, ce que j'aimais pas trop, ce qui m'énervait. Après, il y avait les techniciens qui faisaient l'assurance vie pour les dirigeants, tout ce qui Ouais, est Madelin et autres, qui était pas mal. Et puis après, il y avait une autre partie que j'ai oubliée, tu vois, tellement ça m'intéresse moyennement bien, pour se garantir. Mais comme c'est des petites sommes et que moi, j'ai plutôt un esprit entrepreneurial d'investisseur, c'est plutôt, voilà, je prends des risques. Le but, c'est de gagner au bout beaucoup. Et voilà, j'ai pas cet esprit-là où il faut faire une petite épargne. Voilà, je suis pas épargnant, je suis plutôt investisseur. Même si, bon, j'ai bien compris ce que tu voulais dire, c'est plutôt le côté sécurité. Ça, c'est ce que j'ai appris dans l'immobilier, mais c'était avant le CGP, c'est que voilà, à un moment ou un autre, il faut commencer à penser aux enfants et à faire les bons contrats parce que, ben, comme on dit, et même là, actuellement, on peut t'en parler, mais indirectement, je suis depuis 10 ans dans une boîte, j'ai du mal à sortir parce que j'ai pas fait ce qu'on appelle un pacte d'associés, ce qui est stupide, mais mhm. bon, maintenant, à l'époque, je ne savais pas. Donc, c'est tout bête, voilà, qui peuvent des fois, surtout qu'en France, il y a plein de juridiques, il y a plein de fiscalité. Donc, si on ne fait pas bien les choses, on peut se faire avoir à la fin. Et comme on dit, comme une voiture ou un achat, c'est dès le départ que c'est qu'on a la rentabilité et donc il faut bien faire les contrats et bien faire les choses. Et aussi, des fois, comme tu l'as dit indirectement, prévoir l'avenir. On va prendre de l'âge, on est peut-être malade, on est en couple, on a peut-être trois enfants, quatre enfants, on est dans un couple qui est recomposé. Donc, ça, c'est des trucs qu'il faut faire attention. Et des fois, on n'y pense pas, on pense juste à l'investissement. Mais il va en découler plein de choses si on garde les biens, si on a des enfants, si on se divorce. Voilà, donc, moi, en général, voilà, je vais voir le conseiller comme j'ai vu la semaine dernière. Je donne ça au conseiller juridique, même si ça coûte de l'argent. Il le fera pour moi, mais bon, voilà. Si on peut le faire soi-même comme toi, tu le fais, ça peut être intéressant. Et puis, juste un truc tout bête que moi, je conseille souvent aux gens que je connais. Quand il y a un certain âge, les gens gardent le bien, ne pensent pas à donner, parce que c'est dur à dire, mais quand tu prends un certain âge, ben, tu as plus de chances de mourir que de rester en vie. Et comme l'État prend beaucoup quand tu décèdes, vaut mieux dès le départ garder donc l'usufruit et donner donc la propriété à ses enfants. Ça, c'est un truc que moi j'ai appris. Après, je sais pas ce que toi t'en penses. Que de garder quand tu as 55, 60 ans, tu penses qu'il ne faut pas le faire, mais il faut le faire très tôt. Parce que si il t'arrive un truc, bah, tu vas donner, je crois, 40 ou 40% à l'État, ce qui est stupide. Ouais, bah, je te rejoins là-dessus, hein, effectivement, il faut. Mais souvent, on n'y pense pas, on veut garder Après, le bien, on est fier, on se dit, ah non, je suis propriétaire, mais en fin de compte, il faut mieux donner, c'est quand on a des enfants, tout donner tout de suite et garder les usufruits. c'est compliqué aussi, tu vois, de se confronter à sa propre mort, hein. C'est C'est vrai. jamais un sujet qui est agréable. Ouais, ce sont des émotions. Tu vois, autant il faut se bouger le cul pour aller faire des investissements, mais là c'est pareil, tu vois, pour rédiger ton testament. Moi, le premier, tu vois, je crois que j'ai peut-être mis 8 mois, tu vois, à le rédiger. Parce que bah, je me suis paxé, donc je me suis dit, bah tiens, ok, il faut ça. J'ai trouvé, j'ai demandé à mon notaire. Il m'a laissé mariner, il a pas voulu le faire. Je suis allé voir le notaire qui m'a fait les cours à la fac. Je lui ai payé le resto, machin, il m'a fait le schéma. Il m'a dit oui, je te le rédige, tu m'envoies tous tes statuts, tout le livret de famille, machin. Je lui ai tout envoyé. J'ai attendu 3 mois. Il s'est pas bougé le cul, il me répondait même pas. Ah Puis à un ouais. moment, tu vois, je l'ai fait moi-même. Mais tu étais là, tu te dis, bah, même les notaires, ils veulent pas bouger, ils veulent pas le faire le truc. Donc c'était vraiment, vraiment, faut être motivé, hein, parce que tu vois, Ouais, lever tous les freins émotionnels c'est pas glamour, mais moi, comme moi, j'étais j'avais 3 agences immobilières et j'étais dans la position des agents. Et on en parle en off. Le tiers de mes ventes, c'était des gens qui décédaient ou des divorces. Mhm. Et donc, tu te dis, et quand tu vois les bagarres qu'il y a et tu vois les paperasses qu'il faut faire, et des fois, il y a un enfant caché ou il y a une trois quarts de part et tout, donc tu te dis, ouais, mais tu fais ça avant, tu es tranquille. Et voilà. Et souvent, ben, en plus, nous, on faisait baisser les prix à cause de ça. Parce que comme il y avait des bagarres entre frères et sœurs ou des soucis de divorce, eh ben, tu fais baisser les prix. Donc, c'est bien pour l'acheteur parce que bon, ben, dès le départ, il n'y a pas les choses qui ont été réglées. Et quand c'est réglé, ça coule tout seul. On donne ça au notaire, il voit, ça a été réglé avant et c'est tranquille. Mais bon, tu as Mhm. raison, je comprends, c'est émotionnel, c'est un peu dur. Voilà, mais bon, dans ces cas-là, il faut passer par un pro ou il faut maintenant, il y a même des sites qui le font, je crois. Mais bon, je ne vais pas faire de la pub à ceux que je ne connais pas. J'ai vu deux, trois sites qui font des testaments, tu rentres des éléments et puis ça le fait tout seul. Mais bon, Ouais, ouais, ouais. la Après, voilà, moi, machine, je c'est. suis passé par un site là, pour avoir la bonne rédaction, mais si tu connais pas un minimum, tu vas faire des bêtises en fait. C'est Et compliqué. ça peut même être contre-productif, quoi. Si t'es pas technicien un minimum, tu peux faire des choix en fait qui vont handicaper le notaire et qui vont encore compliquer la succession. Voilà, tu sais déjà que c'est compliqué, toi. Donc non, non, si vous le faites, je suis de ton avis. Tu payes quelqu'un pour le faire. Tu le fais dès le début, avant l'achat, comme ça tu es tranquille. Et l'idée, c'est vraiment
certes, on paye un certain pourcentage de son investissement, mais qui est souvent ridicule, 1%, 2%, mais ça laisse des portes ouvertes pour l'avenir. Bon, Et c'est exactement ça, le fait d'acheter en société, le fait de faire un testament, etc. C'est de l'assurance, c'est de se dire, bon, bah, voilà, que dans 20 ans, bah, j'ai le choix, quoi. Alors qu'en direct, souvent, on n'a pas le choix, quoi. bon, on a un peu débordé, hein, et je crois que les gens ne sont pas partis parce qu'on a parlé un peu de mort, mais bon, voilà, on va revenir vite fait sur l'investissement. Dernière question avant que je te pose les 5 questions que je pose à tous les entrepreneurs. Combien, tu vas rigoler parce que c'est une question qu'on doit souvent te poser, combien de garages pour devenir rentier? Bah, ça va dépendre du rendement, hein, mais tu veux dire en phase de crédit ou en phase une fois que tu as remboursé le crédit? C'est une très bonne question que tu me poses dans le sens, mais je pense qu'en phase de crédit, bon, on le sait, parce qu'après les gens feront le calcul eux-mêmes, mais pendant qu'il y a un crédit, parce que le crédit, comme il y a des grosses rentabilités, Ouais. souvent entre 15 et 20, on va dire, on va arrondir, et que le crédit, bah, tu le rembourses, tu retires, vas-y, à 3, 4, 5% sur la somme, tu dois pouvoir t'en sortir bien si tu fais, je pense, des lots de garage. Si tu prends, par exemple, 50 lots dans une ville où tu as une meilleure rentabilité, là, je dis un nombre au hasard, c'est possible de gagner peut-être 1 500 euros, de sortir 1 500 euros. Ouais, alors en aide d'impôt, si tu n'as Non, que c'est ça pas en comme aide d'impôt, revenu, c'est grosso compliqué. modo, allez, 120, 130 garages en phase d'emprunt, tu Mhm. arrives à te tirer plus d'un SMIC net d'impôt. Donc plus de 100 Ok. garages, ouais. Voilà, plus de 100. Et après, bah, c'est sûr qu'une fois que tu as remboursé ton emprunt, tu doubles, d'accord? Tu passes à 2 SMIC. Là, tu vois, les 230 garages, quand ils seront tout loués, parce qu'aujourd'hui, il y a un lot qui est plein qu'à 25%, le lot de 216, là, bah, du coup, là, je suis rentier direct, quoi, tu vois. Et puis, pas un SMIC, mais plutôt 2 SMIC et demi, voire 3 SMIC par mois, D'accord. en phase d'emprunt. Bon, bah, je pense que là, ça a motivé. En tout cas, je mettrai tous les liens dans le show note pour que les gens aillent te voir. Donc, je vais te poser 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Et donc, la première, c'est quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Ce serait sans doute un business pour développer l'écologie. Voilà, prendre soin de la planète et prendre soin des gens. D'accord. Et tu penses que ça va se faire ou pas? Ou c'est juste, ça reste un rêve? Pour l'instant, c'est un rêve. Après, j'y réfléchis. D'accord. Mais j'aime beaucoup passer du temps avec mes enfants. Donc, si tu veux, je passe déjà 2 à 3 mois de vacances avec eux par an. Donc, bah, ça réduit quand même mon temps de travail. D'accord. Bon. J'hésite toujours entre, tu sais, l'égoïsme heureux et l'altruisme malheureux. C'est toujours Ah, bah après, tu peux investir. J'ai entendu plein de startups qui sont dans le domaine, actuellement, c'est très tendance, et qui sont dans le domaine du développement des terrains, enfin, et de notre façon de manger. Enfin, donc, sinon, après, plutôt continuer d'investissement, mais dans ces startups-là où suivre ces projets-là, on va dire, et mettre un petit peu d'argent, on ne sait jamais. bah, merci pour l'idée. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ah bah, le premier jour de la sortie du livre, voilà, je crois que c'est Karine qui a acheté mon premier bouquin en format PDF, et bah ça c'est un souvenir extraordinaire. Il se vend encore le livre? Ouais, ils ont encore. Ouais. Et tu le vends en direct sur ton site ou tu le vends sur Amazon? Alors, il y a les deux, c'est-à-dire que j'ai une version papier qui est à la Fnac où j'ai vendu les droits à un éditeur, c'est une version un petit peu allégée, et j'ai la version complète qui se vend sur mon site. D'accord. Donc, ouais, tu as un bon revenu passif qui est le livre, toujours tout le livre. On parle de plein de trucs, mais le livre est toujours là. Comme quoi. Mm. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Euh, la formation et l'expérience, hein. La formation, c'est important pour avoir les bases et comprendre les cubes, comment ils s'agencent et capable de construire quelque chose qui soit solide avec des bonnes bases et des stages et un truc qui aille vite. Mais si tu n'as pas l'expérience, au final, bah, ça reste que théorique, quoi. Donc il faut allier les deux et pas hésiter à faire des erreurs et à reculer pour mieux sauter. Enfin voilà, il y a tout un, voilà, un jeu, une articulation entre la théorie et la pratique et c'est ça qui fait que les entreprises elles ont du succès ou pas. D'accord. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Bah, la semaine de 4 heures, parce que voilà, c'est le livre qui est d'un gros feignant, optimisateur, qui a vraiment été scientifique, geek, qui a poussé le raisonnement très 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 loin pour se libérer du temps. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir compris tous les concepts qu'il y a dans ce livre-là avant de se lancer dans sa boîte. Sinon, on peut se faire bouffer et passer 70 heures pour avoir une qualité de vie à côté qui est relativement faible. Donc voilà, je pense que ça aide, ça fait se poser les bonnes questions dans tout cas. La semaine de 4 heures, je n'ai pas précisé, mais de Tim Ferriss, ouais. Exactement. Qui est un excellent podcasteur qui fait des longs épisodes de 2 3 heures des fois, mais bon, voilà, il faut être courageux pour les écouter.
Quel est le livre que tu conseillerais? Non, bon, je t'ai déjà posé la question, alors j'arrête pas de me perdre moi. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Peut-être être un peu plus patient. Un investisseur qui est pas patient, c'est-à-dire. Bah en fait, non, des fois, tu vois, genre, quand je joue au poker, des fois, je perdais des parties parce que tu vois, j'étais trop impatient et l'immeuble de rapport, c'est un coup d'impatience en fait. Tu vois, j'aurais dû rester tranquille et me dire, bah tiens, si tu fais pas qu'un seul investissement cette année ou même tous les ans et demi, c'est pas grave, tu vois. Mais en fait, l'impatience, ça fait prendre des mauvaises décisions et du coup, c'est une espèce de perte de contrôle et du coup, tu deviens moins sélectif, tu vois. Comme en ce moment où les prix de l'immobilier sont relativement hauts, voilà, il y a une crise qui est arrivée, qui commence tout juste. Bah, tu vois, on a visité une maison, il y avait déjà 15% de décote juste voilà, 2-3 jours après qu'on ait visité. Et ben, au final, elle est partie au prix. Mais nous, il est hors de question qu'on paye ça à ce prix-là, parce que pour nous, c'est complètement déconnecté. Et si tu n'es pas patient, bah, en fait, tu peux te dire, bah oui, c'est le prix du marché, tout va bien se passer, ça va continuer à grimper, et tu fais une connerie, quoi. Ah, c'est marrant parce que bon, là tu parles d'impatience, mais on parle aussi qu'il y a un côté impulsif et émotif, et qu'en général, enfin, en tout cas, tu es un bon investisseur, tu l'as prouvé, mais tu as quand même encore t'as encore perfectible, quoi. Tu peux encore t'améliorer parce que ben, tu as ce côté émotionnel où tu peux des fois peut-être prendre des décisions un peu vite. Ah, exactement. Bah, c'est bien. Enfin, Donc, voilà, faut prochaine être. interview, tu seras 900 parking, garage, parce que Et je serai super patient. voilà, je pense que c'est ça. Bah, comme quoi on apprend, bah oui, tout à fait. Non, non, mais ça c'est clair, hein. Heureusement qu'on apprend. Et c'est vrai que l'argent que j'ai perdu au poker, bah, au final, voilà, on dit qu'il faut payer pour apprendre. Bah, là, j'ai payé. Je paye encore, tu vois. L'immeuble, c'est pareil, j'étais impatient, j'ai payé. Enfin, dès que tu sors de ta ligne directrice et du schéma mental, de ton plan d'investissement, que ce soit pour ta boîte, pour tes investissements, dès que tu te lances dans un truc un peu hasardeux où tu n'as pas bien étudié, tu n'as pas bien compris des trucs, tu n'as pas fait ton travail, on va dire, d'investisseur, bon, tu es sûr que tu vas dans le mur, quoi. Ouais, l'école, elle est dure. Faut juste pas trop perdre, quoi. Faut pas être dans les milliards ou dans les millions, faut être dans les milliers, quoi. Non, mais là, je pense qu'il y a des gens qui dorment très, très, très mal en ce moment avec la crise. Des gens qui n'ont pas diversifié, qui n'ont pas fait gaffe, voilà, qui sont allés trop vite et du coup, soit qu'on fait des leviers de dette juste faramineux et puis bah, on se rend compte qu'en fait, un petit virus, ça te fout tout par terre et tu peux vite perdre. Et moi, j'aimerais pas être à la place de ces gens-là et je leur souhaite bon courage, mais c'est vrai que faut faire attention, diversifier à mort tout le temps, quoi, même quand ça va bien. Ok. Bon, ben, Julien, un grand merci. Avec plaisir, Thierry. À bientôt. Ciao. Salut. C'est fini donc pour cet épisode donc 94. Merci à Julien pour toutes ces bonnes informations. Merci à toi donc d'avoir suivi cet épisode. Donc on est donc sur le mois de l'investissement. C'est pas fini donc je te rassure, il reste encore quelques épisodes. N'hésite pas donc à commenter et à partager si tu as aimé cet épisode, à cliquer dans les liens. Donc si souvent on parle, t'as pas le temps de retenir les liens, va sur mon site thierry-du6henri.fr/podcast. Tu auras donc le lien en fin de compte de l'épisode, tu en as même plusieurs. Et puis tu cliques sur le show note, tu auras donc tout ce qu'on a cité, les informations, les références et autres pour pouvoir te former. Bien sûr, je continue, donc n'hésite pas à aller sur iTunes, commenter, podcast, SoundCloud, Spotify et toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésite pas aussi à aller sur mon site, il y a d'autres articles, il y a des vidéos, enfin il y a un ensemble d'éléments. Si tu veux donc en apprendre plus et te former gratuitement, puis ensuite si tu veux donc aller plus loin, n'hésite pas à cliquer sur des liens et aller donc te former chez les partenaires que je reçois sur le podcast, c'est le but. C'est de les mettre en avant et donc aussi donc de proposer ce qu'ils font, en espérant que tu puisses sortir toi aussi du salariat si tu veux sortir, ou si tu veux juste avoir ce qu'on appelle un side hustle, un business de côté, tu peux le faire. Je ferai tout pour toi, je suis là pour ça. Donc je te dis à bientôt, entrepreneur lifestyle, ciao ciao.